Épisode 354, je pourrais vous faire un sommaire, vous dire ce qu'il va y avoir dans cet épisode, mais je ne le ferai pas, pour limiter un petit peu ma voix. Vous l'avez compris, je suis un petit peu pris, vous l'entendez en tout cas, et donc cette expérience ASMR va être écourtée, et je vais donner la parole assez rapidement à mes petits camarades que sont Sébastien d'un côté, bonjour Sébastien, et puis Sébastien de l'autre. Donc ça va déjà fortement me faciliter les choses pour cet épisode un petit peu particulier, je le disais. En gros, il va y avoir un petit peu toutes sortes de choses, hein, du déchiffrement, du GDPR, de choses qui se passent sur VH, de la salade, de taxes, et puis le reste. Et puis le reste, c'est dans l'épisode que l'on va entamer tout de suite avec notre abécédaire. Hein, forcément, c'est parti. Ça commence bien. Ça commence par A comme application gratuite, Sébastien. Ça s'est passé chez Huawei. J'ai toujours du mal. Huawei, mais en plus, oui. Voilà, donc ça n'est effectivement pas. Huawei, c'est ça. Steve Jobs en mourant. Il disait Huawei, c'est ça. Je ne sais pas. Je ne savais pas, c'était les 3 derniers trucs de Steve Jobs en mourant, c'était wow. Ah bon? C'est ce que sa sœur avait dit. Mais bon, il y a longtemps, hein, on a déjà oublié. Mais... Donc c'était sa dernière phrase. Voilà, l'information, c'est de savoir qu'il avait une sœur. Donc, on a les applications. Gratuites. Oui, et donc c'est un dev, souvent les devs ils sont un petit peu facétieux, qui a découvert cette information. On disait tiens, publie mon application. Tu as le Play Store. Il faut savoir que sur Android, il y a le Play Store, mais il y a multitude d'autres stores qui sont celui d'Amazon, celui de Samsung, celui de Huawei, effectivement aussi. Donc toutes les grandes marques, en général, font un petit peu leur sauce à eux pour distribuer quelques applications et essayer de se faire un peu d'argent. Et donc ici, la découverte a été faite par un dev qui publiait son app aussi sur le store de Huawei et qui s'est dit je vais chercher ce que je retrouve comme information si j'essaye de me faire passer pour l'app de Huawei pour voir comment le truc fonctionne. Et en fait, il a découvert qu'il avait accès directement au lien de téléchargement de l'application, quelle que soit l'application qu'il demandait. Donc il se dit tiens, c'est bizarre, j'essaye une app, donc il essaye quelques apps et puis il dit je vais essayer les apps payantes pour voir ce qu'il en est. Et effectivement, les apps payantes aussi, pas de problème. Il recevait un fichier JSON avec à chaque fois l'endroit pour télécharger l'application et l'installer sur son téléphone, ce qui évidemment est un petit peu gênant parce que du coup tu pouvais avoir accès à toutes les apps payantes sans sortir le moindre centime, sans la moindre protection, sans rien. Donc je pense qu'ils ont effectivement fait du très bon travail. Hein. Tu vois que la sécurité n'était pas spécialement leur préoccupation première, parce qu'il n'y avait pas d'accès, c'est juste une API qui est complètement ouverte. C'est juste, tu donnes le nom de l'application. Il ne fallait pas de token pour aboutir au... Il y a juste rien, tu l'ouvres, tu fais ta petite recherche et tu pars avec l'application sous le bras. Donc... voilà, ils ont été prévenus, il a fallu quand même un certain temps pour, ça va se corriger, voilà. C'est assez, quand tu vois ça, c'est assez léger, on va dire. Oui, c'est très léger, parce que dans ce cas-là, qui rémunère les... Enfin, c'est Huawei qui rémunère les... C'est ça. Oui, parce que toi, tu mets ton application et tu dis, oui, tu me donnes 100 balles pour l'application sur ton store. Ici, donc, potentiellement, il y a des gens qui l'ont installé et qui ont payé 1 balle. C'est Huawei qui régale à ce compte-là. C'est-à-dire que, youpi, c'est nous qui payons. Bah oui, parce qu'à un moment donné, il y a un manque à gagner. Et ils sont responsables de leur store. Donc, ça me semblerait assez logique qu'ils dédommagent les éditeurs d'applications. Enfin, je sais pas ce qu'en pense l'autre Sébastien, mais ça me semblerait assez logique. Je n'ai aucune idée. Il faudrait voir les terms and conditions avec les développeurs qui ont accepté de... Mais ce serait logique. Mais comme il n'y a pas de mouvement financier, bonne question. Est-ce qu'il y a un juriste dans la salle? Non, apparemment. Non. Si vous connaissez la réponse, laissez-le dans les commentaires parce que je suis honnêtement curieux sur ce point-là. Bah, si j'ai un magasin et qu'on me fauche des trucs dans mon magasin, il faut quand même que je les paye au fournisseur, quoi. Ça me semblerait assez logique. Enfin, ouais. Et d'ailleurs, si tu veux, tu peux toujours aller faucher chez Huawei parce que le truc n'est pas encore corrigé. Donc, le mieux, c'est d'avoir n'importe quel appareil Huawei, même un vieux. Et puis vous téléchargez les trucs, comme ça vous récupérez les appareils. Ah non, mais t'as pas besoin d'un Huawei, il faut juste le lien. Oui, c'est ça en plus.
l'info dans l'article, qui ne publie pas directement le lien, parce qu'on n'incite pas au piratage, c'est pas le principe. Mais ici, effectivement, le développeur a informé le 17 février, disant, dites les gars, il y a un problème dans votre application, tout est open bar. Et donc les gars ont répondu, ils disent, oui, ok, donne-nous 5 semaines avant de publier quoi que ce soit. Donc février plus 5 semaines, ça fait largement le temps. Il dit, après 13 semaines, il dit, le bug est toujours là. Ils m'ont demandé 5 semaines, je les préviens, et il les a prévenus, ils n'ont pas répondu, il dit, tant pis, on publie. Donc ils l'ont publié le 17 mai, donc il y a 2 jours. Et le Huawei App Store est disponible sur tous les téléphones Android. C'est un APK, mais t'as pas besoin de l'APK, parce que l'APK ne fait juste qu'un appel sur une API. Si tu as le lien de l'API, tu peux utiliser les APK sur n'importe quel autre téléphone Android. Et tu peux télécharger les... C'est open bar. Si vous avez envie de vous y essayer, on vous met en source, évidemment, dans l'article lestechno.be ou en description du podcast, on vous met évidemment le lien de la source qui alimente cette information proposée par Sébastien. Et faites-vous plaisir. C'est open bar, Grand Prince. N'hésitez pas, servez-vous. La lettre D comme déchiffrement. L'Europe veut forcer le déchiffrement des messages. De quoi s'agit-il et dans quel contexte, surtout, Sébastien, cela se produit-il ? Ça part toujours d'une bonne intention. La bonne intention, c'est de lutter contre la pédopornographie. Et donc, il y a le Parlement européen qui planche sur un nouveau texte pour renforcer des mesures existantes et en introduire des nouvelles. Et ce texte a été analysé, puisqu'il est public, il a été analysé par des associations de défense informatique, de défense des libertés, etc., qui ont dit c'est la pire des choses qui pourrait arriver à l'informatique, parce que globalement, ce texte, qui, je le répète, est dans une phase de proposition, ça n'a pas été voté, c'est un projet qui va être soumis au Parlement européen, demande aux fabricants de messagerie, donc les WhatsApp, Apple, iMessage, Signal et les autres, de mettre en place un mécanisme qui permettrait, sur demande de la justice, d'intercepter les conversations entre deux parties qui seraient soupçonnées donc d'échanges de photos, de documents ou d'activités liées à la pédopornographie. Donc ça part d'un bon sentiment, mais globalement, ce qu'il demande, c'est de mettre en place une backdoor, un peu comme le gouvernement US, qui l'avait déjà fait il y a quelques temps. Si on se souvient, Tim Cook avait protester très formellement et très fortement contre cette idée-là, parce que le projet de loi du Parlement européen n'explique pas comment faire. Il dit juste, si on vous demande de nous donner les messages, vous devez être en mesure de le faire. Et les associations de défense et de respect de la vie privée disent, le seul moyen de le faire, c'est de plus encrypter les messages de bout en bout, parce que quand les messages sont chiffrés de bout en bout pour parler correctement, personne, à part l'émetteur et le récipient du message, le destinataire du message, ne peuvent le déchiffrer. Et donc l'intermédiaire, que ça soit WhatsApp, iMessage ou les autres, ne peuvent pas voir le contenu. Et là, ce que le Parlement demande, c'est que dans certains cas, s'il vous plaît, faites quelque chose, ils disent pas quoi, faites quelque chose, trouvez le moyen pour qu'on puisse intercepter les messages, ce qui veut dire mettre un backdoor dans le système de chiffrement, ce qui serait forcément utilisé à un moment ou un autre par quelqu'un d'autre, malveillant ou non. Voilà. Donc les associations se mettent vent debout contre ce projet, on risque d'en entendre encore parler, il n'est pas encore passé. J'ai pas eu la réaction, j'ai cherché cet après-midi, j'ai pas trouvé la réaction du Parlement européen. Est-ce qu'ils vont l'amender, est-ce qu'ils vont travailler, est-ce qu'ils reconnaissent qu'il y a un problème technique dans la proposition telle qu'elle est formulée pour le moment, mais c'est quelque chose à surveiller. C'est assez bizarre parce que j'étais en train de me faire la réflexion. Souvent, on entend dire que Internet c'est un peu une zone de non-droit, et on sent que, en fait, c'est vrai. On peut le voir sous cet angle-là, on peut le voir sous l'angle du droit justement. Et enfin, c'est toute l'ambiguïté de ces systèmes en fait. C'est que et le côté pervers de ces systèmes, c'est que tout ce qui est sécurité peut être utilisé à de mauvais escients, pour de bonnes raisons, de mauvaises raisons, et que c'est quand même difficile de trancher, quoi. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien en rouge pour nous. Si tu demandes à un système qui te fait des clés publiques-privées de pouvoir déchiffrer le message, tu ne peux plus utiliser une clé publique-privée, ou alors tu dois partager ta clé privée avec quelqu'un d'autre. Donc techniquement, ça fout tout le système par terre. Donc
je pense que c'est pas super raisonnable de crucifier 100 millions d'utilisateurs pour quelques milliers de criminels. Je pense qu'il faut trouver d'autres moyens. Oui. C'est pas justement peut-être mettre toute cette intelligence au service de la découverte, enfin de la résolution du problème par d'autres moyens, quoi. Oui, surtout que nous, effectivement, on va viser, c'est dramatique, hein, je ne minimise pas le truc, mais on va viser quelques milliers de personnes en Europe. Et je pense qu'on a d'autres moyens de les arrêter. Et en même temps, si on impose ça, t'as certaines personnes dans d'autres pays moins démocratiques qui, eux, risquent leur vie. Oui. Donc, faut peser le pour et le contre en allant imposer à ces systèmes de permettre un backdoor. Je trouve ça assez dangereux, effectivement. Oui, donc voilà, qu'ils fassent pour le mieux, hein, j'ai presque envie de dire, et voilà, que rajouter de plus? Rien à ce stade, me semble-t-il, sauf que si vous avez une opinion sur le sujet, vous n'hésitez comme d'habitude, hein, toujours pas pour la partager avec nous via les commentaires, par exemple, de ce podcast ou sur notre chaîne YouTube, par exemple, là où vous pouvez nous voir également. La lettre G, G comme GDPR, on reparle du GDPR, et l'Espagne qui met Google à l'amende, Sébastien. Oui. Bon, des amendes en Espagne, c'est un peu grillé, tu vois, c'est bientôt l'été, tu vois, il fait un peu chaud, chez vous aussi, je suppose. Ici, il fait mortel. Ouais. Hein, même si on est tous les trois enrhumés et qu'on n'a plus de voix, une petite amende grillée, ça fait sympa. Et donc, désolé, hein, je suis fatigué. Et donc effectivement, ils sortent une amende à 10 millions d'euros, ce qui est quand même assez gentil, hein, et donc l'Espagne. La raison en est simple, c'est que quand vous demandez à Google de vous oublier, hein, donc c'est une procédure qui existe, ça fait partie de la GDPR, le droit à l'oubli, oubliez-moi. Et donc tu peux demander à Google de t'oublier en précisant l'URL, et puis effectivement un moyen de t'identifier, ton email, etc. Donc tu dois donner quelques moyens à Google pour dire oui, ok, c'est moi. Et sur cette page-là, tu m'oublies parce que on dit des trucs qui sont pas cool sur moi. Et donc, cette procédure existe, mais ce que Google ne dit pas, et ce que Google ne te permet pas de faire un opt-out là-dessus, c'est que quand tu demandes de te désinscrire, ils envoient tes données à une société pour pouvoir faire des études sur les désinscriptions. Et donc, le fait de te demander de te supprimer, tu rentres dans une DB en disant « on va faire des études sur toi grâce à ça ». Et donc, l'Espagne dit « bon, vous foutez quand même un petit peu de notre gueule. Vous pouvez le faire des études, c'est pas la question, mais tu dois le demander au consommateur et tu peux pas faire ça sans moyen d'opposition. Ici, il n'a pas le choix. Donc voilà, ils sont pris une petite claque pour 10 millions qui vont, je pense, payer gentiment et changer le système. Oui, parce que ça, c'est 10 millions d'euros, c'est pas non plus... c'est un excès de vitesse, quoi. Hein, voilà. Oui, voilà, c'est ce qu'ils ont gagné en quelques secondes, voire quelques minutes. Oui, c'est ça, avec nos données personnelles en plus. Et leur avocat a certainement coûté beaucoup plus cher que ça. Oui, c'est ça. Mais ce qui est complètement ridicule, parce que, de nouveau, ce droit à l'oubli, il est relativement simple pour eux à mettre en action, puisque je rappelle quand même que l'idée n'est pas de supprimer une page du web, ils n'en ont pas la possibilité d'ailleurs, mais c'est de supprimer le référencement de cette page dans leur base. Et donc, ça pose, c'est juste voilà, on tape l'adresse. Ils le font, et ça marche nickel. Bah oui, mais pourquoi à ce moment-là encore partager ces informations avec un tiers? Parce qu'ils aiment bien faire des études. Ou alors ils se sont dit tiens, c'est un service qui va coûter de l'argent, comment est-ce qu'on pourrait le financer? C'est bien le genre, hein. Sébastien, l'autre, qu'est-ce qu'il en pense? Qu'en France, je pense que c'est la CNIL, enfin qu'en Europe, c'est la France, je pense, via la CNIL qui est le plus agressif vis-à-vis des actions pour faire renforcer le GDPR. C'est bien que l'Espagne s'y mette aussi. Au plus il y en aura, en plus ces grandes sociétés feront attention à ce qu'elles font. Et je ne doute pas qu'ils fassent déjà attention à ce qu'ils font, mais voilà, le GDPR est tellement compliqué à mettre en place et les services sont tellement énormes qu'il y a toujours probablement des angles morts ou des points à améliorer. Donc c'est bien qu'il y ait des
des organismes qui continuent de chasser et qui vont en justice et qui obtiennent gain de cause. Sans vouloir ajouter la polémique inutilement, quand tu dis que ils apprennent quelque part de leurs erreurs, est-ce qu'on est vraiment sûr, ou est-ce qu'ils se disent quand même pas à un moment donné, on va quand même essayer? Juste pour déconner, quoi. C'est juste pour pousser, voir jusqu'où on peut aller, tester la limite, non pas dans les textes, mais dans les faits, quoi. Alors, je peux pas commenter pour Google, je peux commenter pour un autre que je vois de l'intérieur, qui est très, je regarde dans le sens que je dis, qui est très soucieux de sa réputation. Et des titres dans la presse comme ça ajoute de la mauvaise presse à la réputation. Ouais. Et il y a vraiment une volonté, en tout cas c'est ceux que je connais, de respecter la loi dans tous les pays où ils opèrent. Plus que l'amende. Ouais, clairement. Okay. Respecter la loi pour le problème de réputation. Maintenant, la loi est complexe, elle est mouvante. Il y a et chez Google, c'est probablement la même chose, des milliers d'équipes qui travaillent relativement indépendamment dans tous les sens. Il n'y a pas d'un bureau central qui vérifie tout avant que ça sorte. Donc, il peut y avoir des erreurs, des oublis. Voilà. Moi, je plaide plus pour l'erreur que pour la mauvaise intention dans ce genre de cas de figure. Sébastien avait commencé. Ouais, c'est erreur ou négligence, parfois bêtement en disant mince, on n'a pas reviewé le process, on ne l'a pas, etc. Et donc ils sont pas toujours dans le même esprit que nous. Et même en tant qu'Européens, c'est parfois un énorme casse-tête. Tous les pays ne l'ont pas mis en place. C'est que normalement, effectivement, quand tu mets quelque chose, un traitement de données en place, tu peux demander à l'autorité un conseil, ce qui n'était pas le cas avant. GDPR a mis ça en place. Et tu peux demander ce conseil en disant est-ce que ce traitement-là, dans ce sens-là, c'est valide ou pas. Et ils disent oui, ok, c'est bon, t'as le tampon, tu peux y aller ou pas. Et donc normalement, avant de te taper une amende, ils te font un avertissement, ils te demandent de modifier un truc. Là, c'est étonnant effectivement que Google se prenne une amende parce que normalement, ils sont d'abord pris un avertissement. Et quand tu as ce genre de truc, ici, tu vois, il y a aucun intérêt pour son business et il n'y paie rien à ne pas l'envoyer, donc changer le truc, ça allait leur prendre pas énormément de temps, donc on n'est pas à l'abri non plus d'un autre contexte qui est aussi pour un gouvernement, en l'occurrence ici espagnol, de faire parler de lui et de dire regardez comme on est vigilant et on met les gros à l'amende, etc. On n'est pas à l'abri de ça non plus, il faut être tout à fait bien sûr, ça peut être des actes politiques, montrer regardez David contre Goliath, nous avons réussi à faire bouger Amazon. Ce qui est possible, ça s'est fait en Belgique en son temps, et ici l'Espagne c'est pas totalement impossible parce qu'ils sont pas reconnus comme étant actuellement les plus agressifs, alors que historiquement la CNIL était très agressive, l'Espagne était hyper agressive et l'Allemagne encore plus. Et ça a un peu changé avec la GDPR. L'Europe a repris aussi beaucoup à son compte de décisions et de mise à l'amende. On l'a vu ces dernières années aussi. Il y a une vigilance au niveau européen qui surpasse peut-être un peu la vigilance de chaque pays. Alors après, chacun a sa législation et chacun a ses problématiques à mettre peut-être en avant qui ne sont pas les problématiques de tous les Européens. Mais bon, ici, en l'occurrence, ça aurait pu être repris par l'Europe, ce genre de oui, mais en même temps, tu peux pas dire qu'ils en ont pas tiré un avantage commercial important. Ils ont pas, tu vois, 10 millions pour quelque chose où tu te dis, t'envoies ça à un centre de recherche. Ok, bon, voilà quoi. Voilà. Ok. Oui. Bon, voilà. Chacun tirera les conclusions qu'il veut finalement, mais on vous aura donné quelques pistes et bien entendu aussi quelques sources à aller aller regarder via notre site lestechno.be. J'ai comme Google. On recommence. Non, ça rien à voir. Tout à fait autre chose. Il faut savoir que Google est en faillite, mais pas n'importe où. C'est incroyable. Oui, c'est On peut annoncer dans les technos ce soir que Google est en faillite et a rentré une demande d'acte de mise en faillite. Faillite, ça veut dire défaut de paiement. Ils sont plus capables de payer. En Russie, on parle de la filiale russe de Google qui a quelques soucis à cause de la guerre en Ukraine. Enfin, plusieurs soucis. Le premier, c'est que les sociétés de paiement par carte, Visa, Mastercard et les autres, ont annoncé qu'elles allaient arrêter leurs opérations en Russie. Google collecte essentiellement des paiements par carte, donc ils ont un problème de revenus là.
Et puis il y a le gouvernement russe aussi qui leur a demandé d'enlever les publicités qui concernent la guerre en Ukraine, ce que Google n'a pas fait, et donc le gouvernement russe a répliqué en bloquant les avoirs de Google Russie, donc en bloquant ses comptes en banque, et n'ayant plus accès à ses comptes en banque, ils font défaut de paiement, ils peuvent plus payer leurs fournisseurs, leurs loyers, leurs salaires et les autres, et donc Google Russie est en faillite depuis le 22 mars. C'est pas nouveau, mais ça sort dans la presse là seulement maintenant. Ça a été rapporté par Reuters. Bizarrement, cette semaine, le gouvernement russe disait qu'il voulait garder certaines parties de Google en Russie, YouTube notamment. Ils estiment que si Google arrête YouTube en Russie, ça aura un impact trop profond sur la population. Donc il y a un peu un double jeu de l'État russe là-bas, mais voilà une conséquence inattendue de la guerre en Ukraine. Il faut savoir que Google en Russie a de la concurrence, c'est pas comme dans les autres marchés, puisqu'il y a un Google russe qui s'appelle Yandex, qui est un moteur de recherche et un fournisseur de services cloud, donc très similaire au business de Google, qui a à peu près la moitié du marché, des parts de marché en Russie. Ils ont un YouTube russe également, RuTube, qui est beaucoup moins populaire effectivement que YouTube, et il faut savoir que les institutions russes utilisent énormément YouTube pour communiquer avec la population, et donc ils sont un peu tenus par ça. Il était même question, je sais pas si tu l'as dit, mais de faire un procès à Google si Google arrêtait YouTube sur le territoire russe, parce qu'ils considéraient que c'était une atteinte à la liberté d'expression. Quand même culotté. Alors j'ai pas parlé du procès, mais j'ai mentionné effectivement que la Russie ne veut pas que Google arrête YouTube. Sébastien, on leur bloque leur compte en banque. Sébastien, habillé de rouge, un avis, une petite remarque, que c'est non, je pense qu'à la base c'était la Belgique, le pays du surréalisme, mais je sais pas si on est toujours dans le top 3 maintenant. Oui, des fois c'est particulier, on peut se poser des questions. Tiens, justement, pour conclure pour cet épisode-ci, je vérifie, mais oui, ce sera la dernière chose dont on parlera concernant Google. Tu parlais des stores, Google Store et autres stores Android. La Russie a son propre store Android également, qui compte une centaine d'applications et qui est excellent, paraît-il. Donc voilà, juste une petite parenthèse, comme ça on passe. La lettre O comme OVH. Sébastien, forcément, va nous parler d'OVH qui lance un concurrent à Dropbox via Shadow, une des sociétés que OVH a acquis il y a peu de temps, finalement. Oui, et donc c'est Octave. Salut Octave. Octave, on ne sait jamais, hein, Octave, parfois un peu tombé sur le podcast. Hein. Oui. Et donc, effectivement, 2015, il y avait la société Blade, société française, qui a lancé Shadow. 2015, ça fait déjà 7 ans. C'était quoi le principe? C'était du jeu en remote, vous n'avez pas le PC, vous avez un petit truc rikiki, pas de problème, à distance, vous pouvez jouer sur des grosses machines en payant un petit fee mensuel. Le truc, il y avait beaucoup d'offres, mais c'était un peu confus, et donc finalement la société n'a pas été super bien, et en 2021, redressement judiciaire, et c'est Octave qui a sorti le portefeuille et dit pas de problème, on est français, nous aussi, ça nous intéresse, c'est du cloud, on reprend. Blade a complètement disparu pour devenir Shadow. Uniquement. Et il vient d'annoncer un petit truc en plus en disant Shadow, maintenant c'est la marque du produit cloud, c'est plus juste du gaming, c'est Shadow Cloud, et le premier produit qu'on va ajouter en plus, c'est un Drive, un Dropbox, et l'offre sera lancée sur l'été avec 20 gigas gratuits et 2 Tera pour 8,99€ par mois. Alors voilà, c'est compétitif par rapport aux autres, rien de spécial à dire là-dessus. Du stockage, ça se fait maintenant depuis des années, donc il y a pas de, on peut pas dire que c'est une révolution, un nouveau produit, mais il y a une révolution quand même là-dedans, dans ce service, c'est que les données seront uniquement stockées en Europe. Et donc ce petit point peut sensibiliser certaines entreprises en se disant mes données seront stockées uniquement en Europe. C'est le petit côté protectionniste de la GDPR qui
qui fera certainement un petit peu plaisir à OVH pour certaines entreprises, parce que voilà, certains ils sont sensibles de ne pas exporter les données vers du Dropbox, Drive et autres, et consorts. Donc voilà, ce sera sur l'été, pourquoi pas. Et c'est déjà les pubs que vous avez et c'est un Suisse, hein, c'est Infomaniac qui a déjà des offres aussi. Alors là, c'est l'Europe géographique, là, on va dire. Oui. J'entendais un ricanement dans le fond de la pièce à ma droite. Non, j'étais en train de me poser la question, est-ce qu'on peut choisir avec ceux que tu as mentionnés, Dropbox qui est un leader sur ce marché, Google, et est-ce qu'on peut choisir les data centers ou en tout cas la localisation des données? Et est-ce qu'il y a sur le Drive, pas à ma connaissance, et Dropbox, j'ai jamais vu. Non plus. Je dis Dropbox et je vois pas d'option pour ça. Par contre, il y a un choix enfin, il y a cette sorte de PC virtuel. On a deux possibilités en fait, en termes de RAM par exemple. Si tu veux repasser pour les jeux, oui, alors ils vont s'en sortir aussi. Mais comme on n'est pas super communauté. Non, mais ce serait bien d'en parler parce que c'est dans l'article que tu nous as partagé aussi, donc autant. Oui, moi j'avais pris le cloud parce que voilà. Oui, alors effectivement, ils vont lancer aussi une Shadow plus Power Upgrade qui n'est pas encore lancée mais qui va arriver. Et donc pour le moment, je trouve quand même ça finalement assez cher, mais bon, c'est mon point de vue. Shadow, c'est 30 balles par mois, et alors Shadow plus Upgrade Power Extra machin, t'es quand même à 45 € par mois. Ouais. Et donc là, t'as une machine, effectivement, avec un AMD EPIC 4K 8 threads, une Nvidia RTX à 4500 ou un Radeon TM Pro V620, etc. à vos souhaits. Versus l'offre low cost, 30 balles par mois quand même, qui est avec, ça me parle plus, une GTX 1080. Ouais, donc là, c'est quand même des GPU un peu plus anciens. Bon, il faut quand même savoir se payer, hein, 45 balles par mois. Je pense qu'il y a des gamers qui sont prêts à dépenser parce que c'est la cible aussi, hein, c'est pas le monsieur et madame tout le monde qui joue une fois de temps en temps à des petits jeux comme ça en famille. Je pense que c'est plus des gens qui passent plusieurs heures par semaine, entre guillemets. Et le matos, c'est pas donné. Si tu veux une bonne carte graphique aujourd'hui, tu dois te couper un rein. Hein. En plus, il faut encore qu'elle soit accessible. Oui, c'est ça. Donc, je pense que pour celui ou celle qui a envie de jouer sans se prendre la tête, en plus de ça, t'as pas besoin d'une machine puissante. Hein. Du coup, tu peux même faire ça sur ton iPad. Tu peux jouer sur ce que tu veux, quoi, puisque c'est pas, les ressources ne sont pas pompées sur ta machine. Donc, je trouve ça. Alors après, plus le temps passe, plus ça te coûte de l'argent, mais en même temps, si tu upgrades ta machine régulièrement, ça te coûte de l'argent aussi. Donc, je trouve pas ça super excessif. Hein. 30 ou même 45 €, ça fait toujours que. Ça inclut la licence Windows ? Oui, et alors, effectivement, ça c'est intéressant comme question, mais merci Sébastien. Les Sébastiens sont très bons. Je t'en prie. Et voilà, t'as bien pensé les fleurs et tout. Et donc, oui, alors ça inclut, contrairement aux autres trucs, on va passer une bonne soirée. D'ailleurs, j'ai mis quelques articles spécifiquement parce que je savais que j'étais avec Sébastien. Et donc, contrairement à Stadia et les offres Xbox et compagnie, où en gros tu ne peux que jouer, ici tu as un accès à Windows. Donc c'est effectivement, si tu as envie de ne pas jouer avec, enfin de prendre une machine comme ça pour pas jouer, ok, mais tu as un accès complet à Windows. Donc pourquoi pas, oui. Ok, bon, voilà. Comme ça, on aurait été complet sur le sujet. C'est plus si cher, hein, maintenant. Non, on est bien d'accord, mais quoi qu'il, une machine... c'est un Windows gratuit. Hein. Une machine, les délais de livraison, les machins, etc. Je pense que c'est un complément avantageux, je crois, par rapport à d'autres... Il y a certainement d'autres solutions qui existent, hein, mais ça fait partie et c'est européen, c'est français, donc voilà. Ah oui, c'est surtout pour ça que j'en en parlais. Voilà, c'est pour ça, voilà. Ok, ça va, on passe à la suite. Allez, cette saison. Est-ce comme salade. On va faire pousser des végétaux dans le sol lunaire, mais sans peut-être aller jusque-là. Parce qu'on...
parce que voilà. Je vous promets, je vais pas vous raconter des salades, je vais juste la faire pousser. Enfin, c'est même pas moi, ce sont des scientifiques américains qui se demandent si on peut faire pousser des choses sur le sol lunaire. Alors, non, vous n'avez pas loupé une nouvelle, on n'a renvoyé personne sur la Lune depuis 1972, si ma mémoire est correcte. Enfin, ma mémoire, j'y étais pas, mais si ce que j'ai lu est correct. En revanche, on a ramené des échantillons de sol lunaire, j'aime pas dire de la Terre, de la Lune, donc de sol lunaire, et on les a ressortis du frigo récemment, et on a mis des petites graines dedans, une petite plante qui ressemble un peu à la salade de blé, la mâche, je crois qu'on dit en France, si vous l'écoutez en France, qui n'est pas comestible, mais qui a la caractéristique, d'après les chercheurs, de pousser très facilement. Et on a fait une expérience comparée en plantant ces graines dans de la terre, du sol terrestre, du sol lunaire, du sol de 69 et de 72, puisqu'il y a plusieurs expéditions lunaires qui ont toutes ramené des échantillons de sol pour voir si ça pousse. Et ben, devinez quoi, avec de la bonne température, de la lumière et de l'eau, bah oui, ça pousse. Alors ça pousse un peu moins vite que dans le sol terrestre, les racines sont un peu rabougries, la plante est un peu plus petite, mais ça pousse. Et alors, vous allez me dire, and so what? Et alors, ça sert à quoi? Bah, comme on a ce plan de mettre une base semi-permanente ou permanente sur la Lune d'ici quelques années, c'est intéressant de savoir quelles sont les ressources locales qu'on peut exploiter. Est-ce qu'on pourrait imaginer une serre et ne pas devoir que manger de la nourriture lyophilisée qui est envoyée de la Terre? Est-ce qu'on pourrait imaginer cultiver certaines plantes, certains aliments sur la Lune? Et il semblerait que la réponse soit oui. Donc, l'hydrophobie, c'est ça? Non, c'est pas l'hydrophobie, que l'hydro... Bonne question. Je me perds. Voilà. Il y a une autre technique, je veux dire, qui consiste à faire pousser les plantes en dehors du sol. L'hydroponie, merci. Qui, jusqu'à présent, était envisagée pour la Lune. Alors, je me suis renseigné sur l'hydroponie, et j'ai mis le lien dans les notes du podcast également. Ce sont des techniques qui consistent à pousser hors sol. Donc, sur un lit de substrat, ça peut être des billes de calcaire, des trucs, etc. Et puis, avec certaines techniques d'irrigation d'eau, faire pousser des graines en dehors de tout sol. J'ai découvert, enfin c'est pour la petite anecdote, un magasin spécialisé dans l'hydroponie près de chez moi, et ils vendent ça essentiellement pour des cultures qu'on peut faire à la maison mais qu'on peut pas le dire. Voilà. D'accord, ok. On vend du matériel d'hydroponie. Et ce n'est pas une méthode pour liquéfier des poneys non plus. Oh, dis, si tu me casses mes blagues. Ah, si, il l'avait préparé, il était sur le coup. Mais non, mais voilà, ça fait penser au film avec Matt Damon. C'était quoi? C'était Seul sur Mars, c'est ça? Est-ce qu'il faut du caca aussi pour faire pousser les? Est-ce qu'il faut quand même? Ça, on n'a pas dit. Ils n'ont pas dit s'ils avaient mis du caca dedans. Non, dans l'article que j'ai lu sur le site de France Inter, ils ne disent pas s'il y a eu des apports. C'est traduit, le caca, des apports nutritifs pouvant aider à la cultivation. Bon ben voilà, en même temps c'est de la mâche, c'est pas avec ça qu'on va se nourrir non plus, donc du coup si on se nourrit pas, on fait pas en plus. Je veux dire, la NASA, s'ils veulent, alors, je les engage à regarder un reportage, c'était sur M6, je ne sais jamais comment s'appelle le truc, c'est le dimanche soir avec un monsieur très gentil, et donc un reportage sur le Groenland, et effectivement, et là, comme là, c'est un petit peu chiant pour faire pousser des salades dans une terre gelée, donc ça ils ne peuvent pas, il fait trop froid, et que la faire venir par bateau, 6 mois par an, ils ont pas de légumes. Eh bien, ils ont des fermes verticales, ils ont pas de terre non plus, parce que sinon ils devraient faire venir la terre, et donc ils font venir. C'était un genre de, un truc qui fait la taille d'un papier A3 sur 10 cm de haut, et c'est un truc fait à base de bananes, d'écorce de bananes, ou je sais pas trop quoi. Ça m'étonnait, excusez-moi, je suis pas dans la... Et avec un truc qui avait cette taille-là, il faisait des centaines et des centaines de salades. Et effectivement, il faisait pousser le truc, c'était quelques centimètres, il tapait la salade dedans et c'était bon. Oui, donc, mais des fermes verticales, c'est pas. Enfin, il y a des startups qui investissent énormément d'argent dans ce mais donc t'as pas besoin de terre. Il suffit d'envoyer ces machins-là, hop là, et c'est parti. Ouais, moi je pense que il y a un petit effet d'annonce aussi, question de dire aussi, voilà, on va pouvoir planter des choses sur le sol lunaire. Il faut voir après dans quelles conditions et avec quel apport venant de l'extérieur, etc., etc. Donc voilà. On verra bien. Ça, il faut quand même de la flotte.
Ça, c'est en plus, bah, c'est tout prévu. On est tout équipé. Nous, ça va, on a tout ce qu'il faut sur nous. Il n'y a pas de souci. Vous y croyez pas, vous avez un avis là-dessus, n'hésitez pas à le partager avec nous en commentaire. On se fera un plaisir de vous lire et de répondre éventuellement, ou pas. Ça dépend. Oui, bah ça dépend. Ça dépend. On était là... Oh, il est temps qu'on arrive au bout. On était à la lettre T comme taxe. Sébastien, on parle de taxes sur les bénéfices des crypto-monnaies. Tous les pays européens ne sont pas égaux, manifestement, à ce sujet-là, ou en tout cas, certains ont déjà légiféré, alors que d'autres pas du tout. Oui, et alors surtout, on parle ici de pas de taxes. Oui, et alors, paradis fiscal, quand tu parles de paradis fiscal en Europe, tu penses, je sais pas, Luxembourg ou des choses comme ça, sans vouloir critiquer nos voisins. Pour certains trucs, la Belgique, parce qu'on a aussi certains paradis fiscaux pour certains aspects. Ben là, c'est l'Allemagne. Alors franchement, l'Allemagne, paradis fiscal exceptionnel, tu vois. Et effectivement, paradis fiscal pour la crypto, parce que c'est alors, excusez-moi pour mon accent allemand, c'est le Bundesministerium der Finanzen. Je te laisse donc traduire facilement, c'est le ministère Bundesministerium der Finanzen. Voilà. Ministère des Finances. Voilà. Ouais, Fédéral. Ministre fédéral des Finances qui a publié un petit document qui confirme. Alors, en Allemagne, à partir du moment où tu détiens la crypto depuis plus d'1 an, on considère que c'est donc du bon père de famille et tu as 0 impôt. Tu peux revendre, tu payeras pas un bal sur ton bénéfice. Et alors, non, donc là, tu te dis, c'est bien, ils gèrent tout ce qui est crypto. C'est pas limité au Bitcoin. Ils disent, n'importe quelle crypto, on s'en cale. Tant que tu l'as gardé pendant 1 an, tu payes rien. Et alors, ils se limitent pas à simplement acheter une crypto et la revendre. Ils disent, les récompenses que tu peux avoir sur du stacking, sur du lending, sur tout ce qui est lié à la crypto, tant que tu gardes ce que tu as gagné pendant 1 an, no problemo, 0 imposition. Donc c'est vraiment je pense, un des premiers pays à être aussi large et aussi clair en Europe en disant c'est bon, tu peux y aller, on ne va pas vous embêter avec ça. Ça encourage effectivement aussi à avoir une certaine stabilité, parce que du coup, s'il y a quelqu'un qui achète vend comme un bourrin, bah, il va payer des impôts. Voilà. Les gros spéculateurs sont mieux hors du jeu, quoi, en gros. C'est ça. Donc si tu es une société, tu spécules ou tu t'amuses, voilà, là tu payes des impôts. Si tu fais du bon père de famille, ce qui était leur réglementation en Belgique à l'époque, sauf qu'ils ont dit le Bitcoin c'est d'office pas du bon père de famille, donc tu seras taxé comme un porc. Donc l'Allemagne va à contre-courant de certains pays européens, et du coup 44% des Allemands disent nous on a envie d'investir dans la crypto. C'est un article qui date d'il y a 2 jours, donc on parle vraiment de gars qui ont envie d'investir dans la crypto, même si c'est du rouge partout. Oui, alors qu'on est 44% en Allemagne versus 30% de Français qui auraient éventuellement envie d'investir dans de la crypto. Je vais pas lancer le débat sur l'implosion de certains trucs. C'est très intéressant, mais je pense que ce qui s'est passé sur le Luna et l'UST, ça mérite de prendre encore un petit peu de recul. De comprendre réellement tout ce qui s'est passé et d'en reparler dans quelques semaines quand on aura tous les éléments en main, parce que c'est pas encore à 100% clair. C'est pas clair et c'est encore un peu mouvant. J'ai conscience qu'ici à ce niveau-ci, on parle de manière un peu floue. Ceux qui suivent l'actualité comprendront la position. C'est la chute des cryptos, etc. Le pourquoi du comment, on va pas le développer ici, pas aujourd'hui, parce qu'effectivement, ce serait pas mal d'avoir une vue complète du tableau et de voir comment les choses peuvent évoluer dans les semaines, les mois, les années qui viennent par rapport aux cryptos. Certains ont crié à la fin du Bitcoin, à la fin des cryptos. On n'avait peut-être pas encore
encore tout à fait là. Sébastien voulait peut-être juste rajouter un petit truc rapide, mais on va pas développer plus que ça, on se garde ça sous le coude pour une prochaine semaine peut-être. Non, je pensais juste que pour être taxé, il faut encore faire des bénéfices. Et que pour oui, c'est ça, mais là, en l'occurrence... voilà. Mais Sébastien m'a coupé l'herbe sous le pied, en disant que c'était pas encore 100% clair. Ce qui est 100%, en tout cas, c'est la perte de valeur du Luna. Parce que je viens de regarder pendant que tu parlais, là, il était à 0,0000. Mais le pourquoi du comment, etc. Moi, j'ai aucune idée, donc je vais pas commenter. C'est ça, exact. Je peux vous l'expliquer, mais on va pas spoiler. Non, voilà, on va regarder un petit peu parce que Sébastien revient avant la fin de la saison. La fin de la saison qui s'approche, les amis. Je tiens à le noter au passage. Nous sommes au mois de mai, et donc fin juin en général, on fait les bagages et on s'en va. Je tiens à le rappeler. Donc c'est une information comme ça que je vous donne en passant. Si vous avez des idées de vacances ou d'endroits pour aller se reposer, n'hésitez pas aussi à les partager avec nous. Et soigner les rhumes surtout. Comme Universel, c'est évidemment Sébastien qui va parler d'un bitonio, mais pas n'importe quel bitonio, parce que on a deux possibilités. Quand on parle de bitonio, c'est soit un petit objet, c'est un des Sébastien. En général, quand il parle d'un bitonio, c'est ça, petit objet, un petit gadget. Et puis un bitonio, c'est le bouton. Et puis oui, mais bitonio, ça peut être aussi le bouton. Et c'est de cela dont il s'agit. Sébastien, un bitonio un bouton qui en remplace plein d'autres. C'est pratique. Comme le disait un chroniqueur irremplaçable de la grande époque de Canal+, c'est absolument voilà, je sais plus ce qu'il dit. Totalement inutile, donc totalement indispensable. Merci Seb, c'est totalement inutile, donc absolument indispensable. On se rejoint par la pensée sans même dire de qui on parlait. C'est un petit bouton qui remplace des petits boutons. Et quand je parle de petits boutons, on parle des petits interrupteurs. Vous savez, moi j'habite dans une maison ultra connectée. Il y a des ampoules connectées, il y a des appareils connectés, je parle à Alexa toute la journée, je vais pas le dire trop fort parce que sinon elle se déclenche derrière moi, j'ai pas pensé à la mettre en mute, pour allumer les lumières, pour augmenter la température du thermostat, pour redémarrer l'aspirateur et des choses comme ça. Mais il y a des appareils qui sont pas connectés et qui le seront probablement jamais parce que voilà, l'appareil n'est pas connecté. Il faut aller se lever, appuyer sur un petit bouton pour faire des trucs, on peut pas le programmer, on peut pas le mettre dans une séquence pour qu'à 6h30 du matin ça s'enclenche, pour que quand on se lève ça soit prêt. Et donc ces gens-là, donnons leur nom, une société qui s'appelle Adaprox, adaprox.io, c'est le site web, a inventé Fingerbot Plus. Et c'est quoi Fingerbot Plus ? C'est un petit boîtier connecté avec une tige en plastique qui peut sortir du petit boîtier et aller appuyer sur le bouton en face de la tige, là où la tige est positionnée. Donc vous mettez ce petit boîtier sur un interrupteur traditionnel ou sur un appareil traditionnel ou sur un thermostat, etc. Vous positionnez le petit boîtier de manière à ce que la tige fasse face au bouton sur lequel vous voulez pousser et le boîtier va faire sortir la tige et appuyer sur le bouton physique. Le boîtier se colle lui-même simplement sur l'appareil. Ça peut être un interrupteur mécaniquement, c'est tout à fait mécanique. Et ce truc-là, lui-même est connecté, on le pilote à travers une interface sur son smartphone, il est connecté aux assistants vocaux, Google, Apple et celui que je peux pas mentionner ici. Et donc, vous pouvez ainsi moderniser, connectiser, vocaliser vos appareils qui ne le permettent pas parce qu'ils sont trop vieux ou parce que voilà, ou parce qu'ils sont pas prévus. Pas décidé ainsi. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, j'avais vu ça. Pas prévu pour ça, c'est pas fait. J'avais vu ça, l'équivalent, ou peut-être que c'était ce modèle-là, je ne sais pas, dans un studio de youtubeurs qui avait installé des lumières au plafond, etc. Et plutôt que de devoir monter sur un tabouret pour allumer ces lumières, il avait installé ça, tout simplement. Ce qui est plutôt malin, parce que finalement, tu as pas de problème d'ampérage, etc. Les interrupteurs, a priori, des installations sont prévus pour ce qu'elles ont l'habitude de faire. Donc, on va pas rajouter des points faibles dans le réseau électrique alors qu'il n'en a pas besoin. Donc, il a opté pour ce procédé-là, purement mécanique, et qui, fait le job, quoi. Moi, je trouve ça pas mal. Le bidule fonctionne sur batterie, donc il n'y a pas besoin d'amener du courant, etc. Mais non, il faut avouer, si vous êtes un peu soucieux de l'esthétique de votre intérieur, c'est pas spécialement joli. C'est un petit boîtier carré. Mais moi, j'aurais poussé à les déposer sur vos interrupteurs.
blanc. Ouais. Tant qu'à faire, moi j'aurais poussé le truc jusqu'au bout en faisant un faux doigt, enfin tu vois, une espèce de oui, c'est ça, ou une patte de chat, ou tu vois, un truc un peu rigolo, quoi. Là, c'est vrai que c'est un peu basique, de chez basique. Enfin, après, chacun pourra le customiser comme il l'entend, finalement. Et ça coûte pas trop cher, parce que je vous entends poser la question, c'est $35 le petit appareil, enfin ça coûte pas trop cher, entendons-nous, 1 ou 2, ça reste abordable. $35 le petit appareil, pour $100 vous avez le kit de base avec 2 appareils et une gateway, parce que comme c'est connecté, il faut forcément une gateway qui se connecte à votre réseau pour recevoir les ordres de votre réseau. Pas forcément, en fait, mais... Non, il y a des appareils connectés qui incluent le Wi-Fi. J'ai des prises connectées comme ça ici, qui font qui ont le Wi-Fi directement dans la prise. Mais du coup, ça augmente les coûts de fabrication et donc de vente aussi. Bien sûr. Souvent, il y a une petite gateway, et donc on se retrouve avec 3, 4, 5, 6 gateways à la maison. J'entends moins cher. J'ai entendu moins cher. Il est moins cher. Il y a moins cher et il y a plus esthétique. Le Z-Wave, si vous prenez effectivement tout ce qui est appareil Z-Wave, le Z-Wave c'est un truc assez peu connu finalement en domotique et qui est assez sympathique. Je pense qu'on en a parlé il y a très longtemps. Oui, dans les hors-séries. Oui, avec Patrick. Et je suis pas sûr, mais je pense. Et donc le Z-Wave effectivement c'est des bitonios qui tu as besoin d'un récepteur de base, mais c'est à la taille d'une grosse clé USB. Hein. Tu tapes au cul d'un PC ou d'un NAS, etc. Hein. J'en ai tapé un sur au cul d'un NAS Synology, donc tu vois, je sais même pas casser la tête à un PC spécifique pour. Et après ça travaille en mesh, donc en fait tu dois envoyer un message à un device. Ils sont tous connectés entre eux, donc tu l'envoies un et qui se dit tiens, mais c'est pas moi, mais pas de problème, je vais l'envoyer à mes copains. Et il y en a un qui dit c'est pour moi. Et donc ça ne coûte pas très cher, c'est pas de Wi-Fi, c'est vraiment très basse émission là-dessus. Avec tu fous une pile dedans et ça fonctionne 1 an. Et tu as toute une série de capteurs, humidité, température, et tu peux le taper dans les interrupteurs. Et là, c'est là que c'est un peu plus sexy, c'est qu'en fait tu remplaces ton interrupteur. Tout le reste la même chose, mais tu as un boîtier qui est contrôlable en Z-Wave et tu as domotisé une maison sans toucher aux appareils, sans toucher effectivement à ton compteur ou à quoi que ce soit. Tu peux le faire et tu as la même chose sur les prises intelligentes. Alors c'est comme du coup effectivement tu as peu besoin de matériel parce que le Z-Wave effectivement t'as pas sur des Wi-Fi, t'as pas besoin de machin. Mais tes prises sont très petites. Et tu les colles effectivement au cul de ta cafetière si tu veux l'allumer le matin. J'ai ce genre de truc quasi partout dans la maison. Dès qu'il y a une porte qui s'ouvre ou qui bouge et que je suis pas là, ça sonne dans tous les côtés. Enfin, c'est très amusant à faire, je trouve, comme tech. De se dire, tiens, je vais faire mon petit scénario et je vois que Sébastien sourit, je pense qu'il le fait aussi. C'est très amusant. Oui, parce que si vous avez quelques compétences en informatique, vous pouvez vous faire des dashboards, des tableaux de bord sur lesquels vous pouvez contrôler votre consommation. On avait vu ça justement. Des alertes, votre consommation électrique, enfin, toutes les options existent pour avoir une vision complète. Si vous êtes vraiment addict aux technologies et à la domotique, c'est un moyen peu coûteux de se faire plaisir parce que finalement, c'est petit gadget par petit gadget, des petites vingtaines d'euros. Oui, c'est 30, 40 euros à chaque fois, tu rajoutes. Et comme c'est toujours le même protocole, tu ne dois pas racheter un récepteur. Il y a des trucs de plein de marques chinoises qui font des trucs pas chers, que ce soit que tu retrouves sur Amazon, sur Alibaba et d'autres trucs. Et en fait, tu as même des trucs où tu peux ouvrir tes tentures, tu vois. Alors que tes tentures ne sont pas domotisables, et ben là, tu as un petit truc qui va tirer sur tes tentures pour les ouvrir le matin. Donc, tu as plein de trucs pour t'amuser, quoi. Moi, j'ai des volets. Oui, mais ça t'a coûté la blinde. Non, mais j'ai pas de volets. Ils sont pas domatisables. Ils sont pas domotisables. Ou alors, il faut un moteur très très puissant, parce que je peux te dire que ça fait 8 ans que je me fais les muscles ici. Donc, voilà. Dites, on est arrivé au bout de l'abécédaire. On va donc conclure, c'est comme ça, que voulez-vous, on est arrivé au bout. Merci d'avoir écouté une fois de plus un épisode des Technos. On va revenir, moi je serai toujours enrhumé, je vous le dis tout de suite, très rapidement avec un bonus qui ne fera que maximum 15 minutes. Ça c'est le principe du bonus, vous le savez. Peut-être qu'il est déjà là, n'hésitez pas à lécher un petit coup d'œil, vous pourrez tout de suite le consommer dans ce cas-là. Merci en tout cas à Sébastien d'un côté et à Sébastien de l'autre pour cet épisode. On se retrouve donc très bientôt.
N'hésitez pas, hein, comme toujours, à partager nos contenus. N'hésitez pas aussi à mettre des pouces, des étoiles quand ça s'y prête, ou à des commentaires. Les commentaires sont les bienvenus aussi, vous le savez. Merci à tous en tout cas, et passez une très très bonne semaine. À très bientôt. Salut.